Les entretiens du marquis, bonjour à tous. L'OMS veut imposer un pass sanitaire, mais de quel droit? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Jean Merle, François Letz, Éric Brenet et Michael D. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, votre loyauté. Vous êtes toujours aussi nombreux à lever le petit pouce bleu, à m'écrire de gentils messages ou à diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Oui, c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire reculer cette presse aux ordres. Avant de traiter l'OMS, je voudrais faire un petit point sur Emmanuel Macron. Cela fait bien longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et là, il vient de battre quelque chose, à tel point d'ailleurs que Greg ou Alexis Poulain se posent bien des questions. Waouh, il est loin dans sa bulle. Quant à Greg de Je suis pas content, il n'hésite pas à écrire de manière humoristique, bien évidemment. Visiblement, il a encore changé de dealer. Mais qu'a dit Emmanuel Macron pour susciter tant de moqueries ? Vous avez pu apercevoir derrière Emmanuel Macron le Mont Saint-Michel. Il venait célébrer le millénaire de ce magnifique monument. Et il est interpellé sur sa relation avec la Première ministre. Vous vous rappelez de mon numéro, j'avais montré qu'il avait eu un moment de panique, qu'il avait humilié devant les autres ministres et qu'il avait lancé l'information dans toutes les presses. Le résultat, c'est qu'Elisabeth Borne en avait pris plein la figure, on s'en plaindra pas sur cette chaîne bien évidemment, mais plein la figure dans les médias et il avait dû par la suite s'en excuser. Il est tout à fait normal donc qu'un journaliste pose cette question. Et manifestement, Emmanuel Macron se souvient de sa panique et il est agacé. Et il répond une phrase très curieuse que je vais vous lire. Vous avez l'extrait dans ma description. Ce qu'on a voulu créer avec la Première ministre n'est pas de la littérature, mais du clapotis. Et donc on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. J'imagine que tel lieu, c'est le Mont Saint-Michel. Mais là aussi, il faut de la rigueur, parce que sinon on crée des bulles de savon, il n'y a même plus de mousse. C'est ça qui s'est passé. Vous entendez bien ? On crée des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. Emmanuel Macron, manifestement, avait du mal à fabriquer des phrases convenables et j'ai envie de dire qui aient du sens. On comprend bien qu'il est agacé et qu'il est en train d'expliquer à ce journaliste que manifestement c'est une affaire montée de toutes pièces alors que c'est lui qui au départ a lancé la polémique et c'est lui qui a lancé la communication. Ça lui revient en plein dans la figure et il fait croire que c'est la faute des journalistes. L'inversion accusatoire assez traditionnelle. Mais comme il n'arrive pas à maîtriser ses émotions, il dit des choses tout à fait étonnantes, ce qui explique évidemment les moqueries de mes petits camarades. Et puis, il y a cette histoire, l'agression de Kenzo lors du match Ajaccio-OM. Emmanuel Macron veut des sanctions claires et fortes. Je rappelle brièvement l'affaire. Kenzo, 8 ans, est atteint d'un cancer. C'est un supporter de l'OM. Et comme il est malade, il est invité par les joueurs de l'OM justement pour une rencontre. Avec son père, après le match Ajaccio-OM, ils se dirigent donc vers la loge, ils endossent le maillot de l'OM et lorsqu'ils entrent, les supporters d'Ajaccio s'en aperçoivent et vont les agresser à l'intérieur de la loge, et notamment le petit Kenzo, donc cancéreux, est molesté. Cette affaire a suscité un grand émoi et vous comprenez bien qu'Emmanuel Macron veut capitaliser sur l'image de cet enfant molesté dans des circonstances dont je vais parler dans un instant. Et c'est ce qui est extrêmement gênant. Je vais revenir maintenant sur le Mont Saint-Michel parce qu'il y a un parallèle à faire avec Kenzo. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans passé. C'est-à-dire qu'il n'assume pas les conséquences de ses actes. Il lance un exercice de communication contre Elisabeth Borne. Lorsqu'on lui en parle, il reproche à la presse, donc, de monter une affaire. Il va au Mont-Saint-Michel, tout le monde lui rappelle que lors de sa campagne de 2017, il avait expliqué qu'il n'y avait pas d'art français, qu'il n'y avait pas de culture française, et là, il vient célébrer le millénaire. Un en même temps qui n'est pas tenable dans la durée, vous vous doutez bien. Et dans l'affaire Kenzo, alors que c'est lui le responsable de la barbarie, de l'inhumanité qui règne en France, il explique « je vais prendre des mesures ». Mais que ne les a-t-il pas prises auparavant ?
Et lorsqu'il capitalise sur un enfant battu, c'est peut-être pour effacer cette histoire. En effet, Pap Ndiaye a rencontré en effet la mère et le beau-père de Lindsay, mais selon les parents, il n'y avait aucune sincérité de sa part, aucune conscience de ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est pris à la légère. Il a lâché une larme, mais ça va faire un mois qu'elle est partie. On se rappelle que Pap Ndiaye avait affirmé devant les caméras de télévision qu'il avait pris contact avec la famille. L'avocat de la mère de Lindsay avait répliqué « C'est faux ». Comme il avait menti et que l'opinion publique s'en était indignée, il a dû organiser une rencontre avec la mère, il a versé sa larme de crocodile. Mais va-t-il prendre de véritables mesures contre le harcèlement? Certainement pas. L'idéologie qui règne à l'intérieur de l'éducation nationale, c'est l'épanouissement, donc ceux qui sont les plus mauvais s'épanouissent sans aucun problème, et c'est l'inclusion, c'est-à-dire que lorsqu'ils commettent, ces élèves déviants, des faits graves, on fait en sorte qu'ils restent. Je vous rends à l'intérieur des établissements. Je vous renvoie d'ailleurs à mon précédent numéro. Ce sont donc les élèves fragiles, ceux qui n'ont rien fait, qui sont victimes, harcelés, qui sont obligés de changer d'établissement. C'est ça le monde d'Emmanuel Macron et de Pap Ndiaye. Et les choses ne vont pas s'arranger puisque, vous le savez, c'est le wokisme qui triomphe dans notre pays. Greg Toussaint écrit « Je ne sais pas, je dois certainement manquer d'ouverture d'esprit ». Et Alexis Haupt écrit très justement « Contrairement à ce que l'on peut croire, la chose la plus grave, la plus inquiétante que l'on voit sur cette photo, ce n'est pas cette petite fille qui regarde des hommes dans des tenues que l'on voit normalement dans des clubs sadomasochistes pour adultes, ni ces hommes qui se déguisent en chiens et qui sont enchaînés à moitié nus dans la rue. Non !» Le plus grave, c'est que l'on s'habitue à ce genre de photos, que l'on regarde et qu'on laisse faire. Nous savons que ces idéologies sont nocives pour les enfants et on ne fait rien. Pire, certains professeurs, parce que c'est tendance, parce que c'est à la mode, parce que c'est imposé par le pouvoir, n'hésitent pas à véhiculer ce genre de choses. La collaboration, c'est ça le plus grave. Laisser faire et collaborer. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Car nos ennemis, comme ils n'ont plus la raison, comme les faits leur donnent tort, ils sont essentiellement dans l'idéologie. Et ils arrivent à écrire des choses particulièrement immondes. Pour la fête des mères, voilà ce que choisit France Inter. L'instinct maternel est finalement une invention bien utile pendant la révolution industrielle. Explication. France Inter, la radio de la théorie du complot. En effet, l'instinct maternel est une vaste supercherie, est une théorie du complot qui a été forgée dans les années 60 dans le milieu féministe radical aux États-Unis. À l'époque, ces féministes expliquent que les femmes qui abandonnent les enfants sont des révolutionnaires. Elles vivent leur vie de femme, elles peuvent enfin s'épanouir sans les chaînes de la maternité. Vous avez comme exemple de ce genre de folie les heures où la mère de Jason Pollock est considérée comme une héroïne parce qu'elle abandonne le fameux artiste américain. De même, dans les années 80, Marguerite Duras expliquait que Christine Villemin était une femme formidable parce qu'elle avait assassiné son fils, le petit Grégory. Toujours cette idée de vivre sa vie de femme, de briser des chaînes. Je tiens à rappeler que Christine Villemin n'a pas tué le petit Grégory, que c'était une erreur de la presse de l'époque. Voilà la monstruosité de ces femmes. Alors, j'étais très intéressé par cet article. Qu'allons-nous trouver comme exemple pour soutenir cette thèse? J'ai donc regardé à l'intérieur de cet article quels étaient les arguments historiques. Et ce sont toujours les mêmes, ils ont été démentis depuis 30 ans. Ils sont capables de faire du révisionnisme historique sur une chaîne de service public. Lorsqu'ils affirment que les parents au Moyen-Âge et à la Renaissance n'aimaient pas les enfants comme on les aime aujourd'hui, c'est ce qu'en effet on apprenait à l'école. Or, lorsque j'ai fait des études historiques, ce que m'ont dit les professeurs, c'est exactement l'inverse. Quel était le saint qui recevait le plus de dons ? Le bon Saint Antoine de Padoue, protecteur des enfants et des nouveau-nés. Les femmes avaient peur de perdre leurs enfants, donc elles donnaient à Saint Antoine. Et lorsqu'on étudie la philosophie, la littérature, quel est le sujet principal ? L'éducation des enfants.
Et que reprochent les philosophes aux parents? De trop aimer les enfants lorsqu'ils sont jeunes, de les gâter. Montaigne ajoute même que lorsqu'ils sont adolescents ou jeunes adultes, les parents s'en détournent. J'ai presque envie de dire que rien n'a changé. Donc du révisionnisme historique au service de la cause féministe. Idéologie, propagande, mais il y a maintenant pire. Ils n'hésitent pas à utiliser des faits pour illustrer leurs théories, mais des faits qui sont faux. Écoutons ce que dit Charlotte Dornelas au sujet du Dupond-Moretti. Il dit « Les racistes ne sont pas partis avec Jean-Marie Le Pen du Front National. Les racistes ne sont pas partis, ouvrez les guillemets. Lorsqu'un député s'adresse à un député de la France Insoumise qui est noir et lui dit « Retourne en Afrique », c'était il y a 6 mois, pas il y a 30 ans. Éric Dupond-Moretti ment. C'est aussi simple que ça. Donc on comprend que tout le reste est évidemment une stratégie, encore une fois, de diabolisation, qui, si possible, se base sur un mensonge. Tout le monde sait que ce député n'a pas dit ça. L'Assemblée nationale l'a reconnu. Il a été sanctionné pour tumulte et certainement pas pour injure. Et tout le monde a fini par reconnaître qu'il parlait évidemment du bateau et qu'il ne s'adressait pas à ce député. Eh bien, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur un plateau un samedi soir, se permet de mentir ouvertement pour continuer à diaboliser un parti d'opposition. Voilà, on sait à quoi il faut s'en tenir avec la stratégie d'Éric Dupond-Moretti. Il n'a rien à dire sur le fond et il ment. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. On parle bien de ce Dupond-Moretti qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. C'est un phénomène qui est très inquiétant et qui est de plus en plus fréquent. Il n'hésite pas à fabriquer de toutes pièces des faits et il les utilise pour illustrer certaines de leurs théories. On se souvient qu'hier, par exemple, Molimar et compagnie utilisent une association fantôme pour justifier leurs attaques contre le professeur Raoult. Véran n'a pas hésité à supprimer le protocole à base d'hydroxychloroquine à partir d'une fausse étude. Et 1 an, 2 ans après, il nous explique, oui, à partir d'une étude qui a eu lieu en mai, qui a prouvé la toxicité de ce médicament, alors que cette étude est entièrement bidon. Et nous avons le même phénomène à un niveau international, puisque nous venons d'apprendre que l'OMS valide la création d'un système de certification numérique mondiale inspiré du pass sanitaire. C'est bien inquiétant, et l'Europe, bien vous vous en doutez, reprend. Qui veut encore du pass sanitaire, nous dit Virginie Joron. Évidemment, la fin du pass de l'Union européenne en juin 2023 est fortuite. En juin 2023, l'OMS adoptera le système de certification numérique Covid-19 de l'Union européenne pour établir un système mondial qui aidera à faciliter la mobilité mondiale et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires futures, y compris les pandémies. Mais pourquoi veulent-ils absolument nous imposer ce pass sanitaire? Parce qu'on se souvient, le pass sanitaire avait été imposé pour obliger les gens à se faire vacciner, contre leur avis, contre un choix libre et éclairé. Est-ce qu'ils voudraient faire en sorte que l'ensemble de la planète soit vacciné lors des prochaines pandémies, contre le gré des populations, sinon ils ne pourraient plus voyager? C'est une première hypothèse. Et lorsqu'on sait qui finance l'OMS, il n'y a plus de doute. Il y a des relations entre la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont les gros donateurs, et la Gavi, qui sont toujours aussi pilotés par Bill Gates. Et l'OMS, on sait que Bill Gates est le plus gros influenceur de l'OMS et qu'il est lié à l'industrie pharmaceutique. Et là, on se pose la question, mais de quel droit ils font cela? Est-ce que les citoyens du monde sont au courant de ce genre de choses? Certainement pas. Est-ce que nous leur avons donné mandat pour faire ce genre de choses? Certainement pas. Et lorsque l'on regarde dans le détail ce pass sanitaire, c'est vraiment très inquiétant. Déjà, nous retrouvons les gens corrompus autour. Thierry Breton, par exemple, a aussi ajouté que le certificat européen a non seulement été un outil important dans notre lutte contre la pandémie, on se demande comment, puisque le produit Pfizer ne protégeait ni de l'infection ni de la transmission, donc Thierry Breton a des problèmes avec la science, mais il a également facilité les voyages et le tourisme internationaux. Donc, on oblige à avoir un certificat européen qui ne sert strictement à rien, mais qui facilite. Ce sont des gens extrêmement dangereux. De ce côté, le docteur, celui qui dirige l'OMS, a souligné que le futur système de certification numérique mondiale serait fondé sur les principes d'équité, d'innovation, de transparence et de protection des données et de la vie privée. Un mensonge qui est d'ailleurs expliqué dans la suite. L'OMS n'aura pas accès aux données personnelles. Ah oui,
auxquels seules les autorités auront accès. Vraiment, la protection de la vie privée est essentielle, même si l'OMS pourra toutefois vérifier l'authenticité des certificats. C'est-à-dire qu'il vous protège, en fin de compte, non, il ne vous protège pas pour des produits dont nous ne savons rien, qui ont été des produits expérimentaux et des produits dont nous ne connaissons pas les effets à long terme. Alors, ils se fient tous de ce certificat. Et par exemple, on apprend qu'au Québec, on a des données hebdomadaires transparentes, où les données sont transparentes. La surmortalité des moins de 50 ans devient considérable, 60%, les derniers chiffres connus, et croissante. Il n'y a pas seulement le Québec, je vous fournis ce genre de schéma, d'articles depuis des mois. En France, en Allemagne, en Angleterre, c'est tout le monde occidental qui connaît une augmentation curieuse de la mortalité. Quelles en sont les causes? Je pense que vous avez la réponse devant votre écran. Lorsque nous posons la question aux autorités sanitaires, ils refusent d'ouvrir le débat. Il y a un personnage qui, lui, n'hésite pas à montrer les responsables, c'est Robert Kennedy. On nous a menti sur la pandémie. On nous a menti sur la pandémie, mais qui est ce on? Ce sont les autorités sanitaires, c'est le CDC, le FDA aux États-Unis, mais également l'OMS. Et on voudrait confier notre destin à cette organisation qui a déjà raté la première pandémie, dont nous savons qu'ils sont très liés à l'industrie pharmaceutique. Oui, il va falloir être très vigilant. Et Robert Kennedy nous a aussi expliqué qu'on nous a menti sur la guerre en Ukraine. Et ça, quand on regarde LCU, c'est une évidence. On nous a expliqué que la Russie allait s'écrouler et les nouvelles que nous avons montrent exactement l'inverse. En effet, d'après les sources que j'ai pu voir dans Veille stratégique, la contre-offensive ukrainienne, manifestement, est en train de se dérouler. Mais elle ne se passe pas aussi bien que le voudrait le pouvoir de Kiev. Et à Kiev, ça bouge. C'est Juste Milieu qui nous donne une information. Zelensky visé par une plainte pour haute trahison. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est visé par une plainte pour haute trahison en Ukraine. Ce n'est pas le seul visé, il y a une grande partie de son cabinet et c'est le maire de Kiev, Klitschko, qui est à la source de cette plainte. On comprend mieux maintenant ce qui se passe dans nos journaux, dans nos chaînes d'information. Ils essaient absolument de cacher la vérité sur Zelensky, ils essaient absolument de cacher la réalité du front. Ils essaient de détourner notre regard vers Belgorod alors que l'essentiel se passe sur le front, dans le Donbass et dans le sud de l'Ukraine. On attend des confirmations dans les jours qui viennent. Et puis je voulais terminer mon journal par une note humoristique. Los Angeles Press Club veut récompenser BHL pour son intégrité. Oui, BHL, l'intégrité, celui qui ment, celui qui travaille pour la CIA. Là, je vous avouerai qu'on a presque l'impression d'un article du Gorafi. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Ça fut un petit peu laborieux aujourd'hui. Un petit coup de fatigue, cela arrive en milieu de semaine. Merci à tous pour votre fidélité et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir.